Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 4, on fait le tour des dossiers chauds de Buckingham. Bienvenue à Studio Libre. Même si techniquement, il n'est pas le plus jeune au conseil, à 25 ans et avec quelques années en arrière de la cravate, ça fait de lui quand même un jeune, mais un jeune expérimenté au conseil municipal, le conseiller de Buckingham, bien sûr, Edmond Leclerc. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Donc, on va faire un peu le tour un peu de ce qui s'en vient pour Buckingham, bon, parce que là, la session est repartie, les vacances sont passées, et il y a quand même des dossiers à gérer pour Buckingham et pour l'ensemble de la ville aussi. Gros dossier cet été. Là, je sens que vous sentez où est-ce que je m'en vais. D'ailleurs, ce matin même, au moment de l'enregistrement, il y a encore des poubelles qui ne sont pas ramassées pour une technicalité que je vais expliquer un peu plus tard. Mais vous en avez eu avec le passage au bras mécanique des tonnes et des tonnes de plaintes parce que si je me trompe pas, avant, il y avait, bon, évidemment, il y a tout le temps des plaintes, mais il y en avait beaucoup moins, là. Oui, définitivement. On a eu un été où le nombre de requêtes enregistrées au 3.1 a explosé, puis c'est pas un hasard, là, ça va de pair avec des changements d'habitude et par le fait même, une réappropriation de la routine pour les collecteurs. En fait, le collecteur qui est de Richebourg, qui est la seule entreprise qui offre le service là, sur le territoire de Gatineau. Donc, on a passé là, de la collecte avec l'un des boueurs là, traditionnels qu'on a toujours connu à le fameux bras mécanique. Puis ça engendre tout un casse-tête, là. Tranquillement, pas vite, on voit des améliorations très claires dans la performance, par contre. Fait que ça, c'est le côté positif. Dans les 2 derniers mois, on voit que ça s'est largement amélioré, mais il reste encore des ajustements importants à faire, ça, c'est clair. Parce que, bon, comme je vais expliquer un peu le cas ici, puis c'est un cas qui doit se reproduire un peu partout. Bon, la configuration ici, bon, on est sur la rue Bélanger, évidemment, notre entrée. Et il y a un trottoir et il y a des espaces de stationnement en avant. Donc, et ça fait... Les espaces de stationnement viennent directement à l'entrée et à la sortie. Donc, on est un peu enclavé. Et donc, là, on peut pas mettre les vidanges sur le trottoir parce que, bon, ça bloque le trottoir. On peut pas les mettre dans la rue pour la même raison. Et il faut les laisser sur notre terrain. Et là, le bras mécanique se rend pas. À cause que des voitures, évidemment, on veut pas gagner les voitures. Donc, ça fait qu'on est obligé, pratiquement à chaque fois, de rappeler, de dire, ben là, pourriez-vous passer avec un camion standard pour les ramasser? Les seules fois où on n'a pas de problème, c'est quand il y a une fête le lundi, parce que nous autres ici, c'est le lundi. Donc, quand il y a une fête le lundi, ben là, ça passe pareil, mais ça, au moins, il y a moins de monde, ils peuvent passer. Mais j'imagine, bon, j'ai quelques secteurs en tête dans le vieux hall, ça doit être la même chose, là, parce qu'on a des voitures qui se stationnent, il n'y a pas beaucoup de stationnement, donc tous les espaces de stationnement sont pratiquement réquisitionnés sur des rues. Et donc, si le bras arrive, puis pour pas arracher une devanture de voiture ou un derrière, ben, il dit, je passe pas. Ça fait quand même beaucoup de monde qui vont dire, hey, c'est parce que ça marchait avant, puis pourquoi ça marche plus? Comme on dit en informatique, if it ain't broke, don't fix it. Oui, puis en réalité, tu sais, on a vu bien des villes se tourner vers le virage au bras robotisé, puis ça va très bien, surtout quand on est dans un milieu rural. Oui. En milieu urbain, on rencontre des défis ou encore dans des nouveaux développements. À Buckingham, on en a quelques-uns où c'est des petites rues. Ça, c'est pas facile large non plus. Pas très large, pas des grosses entrées. Donc ça, c'est sûr que ça rend la vie un peu plus difficile. Puis c'est là où on parle de changement d'habitude parce qu'évidemment, quand on positionne nos bacs d'une certaine façon, on finit par prendre le tour à un moment ou à un autre. Puis là, l'habitude rentre, puis bon, ça commence à bien fonctionner. Mais encore à certains endroits, puis Buckingham, c'est définitivement pas l'endroit sur le territoire où c'est le pire. Parce aussi. que c'est vieux, mais c'est surtout que, tu sais, on a beaucoup de secteurs où on a plus d'espace. On a le centre-ville de Buckingham où est-ce que c'est un défi, mais il y a des endroits comme le centre-ville de Hull ou à Gatineau où est-ce que là, vraiment, on a besoin d'avoir l'aide des boueurs, la personne qui va prendre le bac toujours, puis peut-être qu'il va falloir ramener ça dans certains circuits, dans plusieurs secteurs pour être certain d'avoir pas toujours revenir avec des requêtes, là, tu sais, mais c'est là où on parle d'ajustement, tu sais, puis ça se fait pas
1 ou 2 mois. C'est des gros changements, donc ça apporte des longues périodes d'ajustement. Là, on va vivre notre premier hiver avec ce système-là. J'ai hâte de voir ça, oui, absolument, parce que là, je pense seulement, bon, à mon terrain, bon, moi, je reste sur la 148, donc il n'y a pas de problème. Il y a en masse de place pour le ramasser, mais là, quand on met la neige, là, je pense à juste... il y a des fois des bancs de neige. Est-ce qu'il va falloir déneiger son terrain une certaine partie pour pouvoir le mettre dessus si on veut pas le mettre dans son entrée parce qu'on n'a pas une entrée qui est très très large? J'ai hâte de voir ça, là. J'ai hâte de voir ça. Et avec les déneigeurs aussi, là. C'est ça. Là, ça peut causer des problèmes parce que là, si le déneigeur dit, moi, je veux pas passer dans ta poubelle, fait qu'il faut que tu le mettes sur ton terrain. Là, s'il y a trop de neige, moi, je pense j'ai un trottoir, donc j'ai un banc de neige, plus un trottoir, plus généralement une autre accumulation de neige, plus, là, on est rendu au terrain. Donc, à un moment donné, le bras, il a sa limite aussi, là. Ouais, on parle vraiment de cas par cas, puis dans des quartiers où est-ce qu'il y a peu d'espace pour entreposer la neige, c'est là où on est plus à risque d'avoir des défis. Puis ça va être, c'est là où je parle d'ajustement, ça va être le même genre d'ajustement que ce qu'on a vécu cet été. Donc, des situations inévitablement où est-ce que c'est plus frustrant parce qu'à un moment où est-ce qu'on est supposé passer la collecte, bien là, il y a un enjeu qui va faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Mais, tu sais, c'est pas la première fois où la Ville fait des réformes dans sa collecte de matières résiduelles. Je dirais que là, ça en est une grosse, là. Oui, mais c'est toujours une question, tu sais, on a l'impression que ça fonctionne bien. Oui, en même temps, on n'a pas le choix de se tourner vers le bras robotisé. La pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de fournisseurs pour la question de la collecte des ordures, c'est vraiment pas si évident que ça. T'sais. On pourrait se dire, on a juste à obliger la firme qui va faire le contrat à avoir des employés qui vont les ramasser. On peut pas forcer personne non plus, là. On n'est vraiment pas dans une situation où on a des tonnes d'options. Donc, tu sais, on fait du mieux qu'on peut avec les options sur le marché qui est possible de faire, mais ça engendre définitivement une réforme dans la façon de penser à la configuration, les bacs, les camions, les chauffeurs, les systèmes de caméras d'un fois, parce qu'on peut challenger... si vous me permettez l'expression, la décision lorsqu'il y a un bac qui n'a pas été pris à cause d'un mauvais positionnement. Des fois, c'est l'erreur de la ville, des fois, c'est l'erreur de la personne, mais on est en apprentissage. Fait qu'il y a tous ces éléments-là qui se rentrent en ligne de compte. Un gros problème, c'est que on a refusé de prendre certains bacs parce que le couvercle était légèrement ouvert. Je parle pas quelque chose qui dépasse là, de 2 pieds, là, je peux comprendre, pour la technicalité de monter tout ça. Mais quand ça dépasse juste de ça, ou le capot est ouvert parce qu'il y a un animal qui, pendant la nuit, a décidé d'aller se servir dans le buffet, là, on se retrouve à devoir refaire des requêtes. Et c'est parce que là, à un moment donné, ça finit plus, là. Mais ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi, aussitôt que le couvercle est un petit peu ouvert, on le refuse. Ça, il n'y a personne qui a jamais réussi à m'expliquer le pourquoi. Est-ce que vous savez la réponse? Tu sais, il y a des standards qu'on demande aux citoyens de respecter pour qu'on puisse avoir une collecte qui est efficace. Oui. Donc, pour optimiser la rapidité avec laquelle les collecteurs vont fonctionner, on demande d'être en bordure de rue, du bon côté, le capot fermé. Ça, c'est ce qu'on demande. Là, après ça, la marge de tolérance... tu sais, encore, on parle de cas par cas parce que tout dépendamment de tu sais, le nombre de centimètres que ça va être ouvert, à un certain moment, on espère avoir un bon jugement puis une bonne volonté des gens qui travaillent sur le terrain. À un moment donné, parce que on se comprend, là. Tu sais, des fois, il y a des impondérables. On parlait des fameux ratons laveurs ou les autres espèces qui peuvent faire ouvrir les bacs. Là, l'enjeu qu'on vivait, là, réellement, c'est que dans ce genre de situation-là, il faut enregistrer une requête et le système de requête était engorgé par plein d'autres plaintes. Maintenant, ça, c'est de plus en plus réglé parce qu'il y a moins de requêtes. On se retrouve dans une situation plus normale de requête. Donc là, le délai de traitement va être beaucoup plus rapide. Moi-même, j'ai eu un problème parce que mon bac était trop empilé. Puis quand la collecte est venue pour prendre c'est ça, pour vider le bac, mais ça s'est pas vidé. Mais vu que le système de 3.1 avait commencé à être régulé un peu, on est venu le lendemain, on l'a pris, puis ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé parce que justement, on commence à
enregistrer de plus en plus un nombre de requêtes qui est normal dans les circonstances, puis on rattrape, c'est ça, le retard pour offrir une bonne qualité de service. Fait que c'est peut-être pas parfait la journée de la collecte, mais au moins la requête, elle est traitée dans les temps opportuns, puis c'est d'où l'importance de la collaboration des citoyens pour les requêtes au 3.1. L'état des routes. Oui. Parlons de cette fameuse saga, notamment, ben ça, je le prends en exemple parce que c'est un exemple frappant, mais de la rue Georges, qui, bon, s'en vient, mais c'est difficile, ça a l'air long. Et les gens, bon, c'est une longue rue, évidemment, aussi. Et les gens, bon, il y a beaucoup de circulation là-dessus, donc on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais comment ça s'en vient, la rue Georges? Est-ce qu'on va avoir une rue Georges où on va pouvoir circuler sans avoir peur d'arracher une roue, là? Oui, la réponse, là, c'est que c'est très positif présentement. Moi, je me suis fait aller là, avec des engagements assez importants en termes de rattrapage en infrastructure. Puis ça, c'était quelque chose sur lequel je misais beaucoup. Puis cet été, là, c'est plus de 10 chantiers qui avaient cours à Buckingham de différents niveaux, là, mais dont plusieurs au niveau des routes. Et ça, c'était vraiment important parce que, tu sais, les pistes cyclables, c'est extrêmement important pour le développement du transport actif, mais à un moment donné, l'essentiel à un certain niveau pour la sécurité des piétons, des cyclistes, des autobus, des voitures, c'est nos routes standards et traditionnelles. La rue Georges, c'est un excellent exemple. On a devancé les travaux parce qu'on ne voulait pas attendre un échéancier à n'en plus finir pour refaire l'entièreté de la rue. Là, on a fait seulement la chaussée. Puis ça, c'est un succès, là. Ça va vraiment faire beaucoup de différence pour les utilisateurs dans les prochaines années jusqu'à temps qu'on revienne puis qu'on refasse l'aménagement complet de la rue. Pour ce qui est du contrat qui a été donné spécifiquement cet été, c'était censé être un contrat de 3 semaines parce que dans les standards de l'industrie, faire un tronçon de cette grandeur-là, c'est des travaux qui sont relativement simples. On enlève une couche d'usure, on refait la couche d'usure. Là, on parle quand même d'une rue où est-ce que à certains endroits, il n'y en avait plus de couches d'usure. Non, c'est on ça. s'entend. On était pas mal au vif. On était pas mal au vif. Ça a été beaucoup plus long, des enjeux, je dirais, entrepreneurs, là, des choses qui se règlent. Souvent, quand on gratte, on se rend compte que c'est plus magané qu'on pensait. Pas mal plus magané, mais dans le cas qui nous occupe, la rue Georges, là, elle est pratiquement terminée. Il va rester évidemment la finition, le lignage, mais ça fait grandement du bien, puis c'est pas un luxe. Oui, on a vu d'ailleurs au bout de la rue Georges, qui est reliée avec la rue McLaren, l'installation d'un feu de circulation. Ouais. Et ça a causé vraiment pendant quelques semaines des maux de tête à ceux qui voulaient passer. Parce que, bon, encore là, on a 2 avenues pour aller sur la rue Georges, passer soit de la Montée-Maçon à aller jusqu'à la rue principale, évidemment, l'avenue de Buckingham, je dois dire. Oui. Et donc, là, on avait 2 sections, soit le pont McLaren ou passer par la 148. Les gens, je me rappelle d'avoir vu passer quelques messages pas très élogieux sur les réseaux sociaux, qui avaient beaucoup de perte de temps, et on le voyait ici, d'ailleurs, au centre-ville, c'était gorgé. Donc, ça a l'air à s'être résorbé, mais il y a toujours un trafic important à ce coin-là. C'est le quadrilatère le plus important, je pense, de Buckingham. Est-ce qu'on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut améliorer la fluidité? Je sais que, bon, il y a des édifices, on peut pas dire on démolit tout et on fait plus large. Est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'améliorer ça? Oui, il y a plusieurs éléments. Là, d'ailleurs, quand on parlait de messages pas trop élogieux pendant les travaux, effectivement, j'en ai reçu mon lot parce que c'est vrai que c'est frustrant d'être pris dans le trafic, dans une congestion qu'on n'est pas habitué. Surtout à Buckingham, là, on se dit, on n'est pas au centre-ville de Montréal. Là. Mais là, je dis aux gens, on prend son mal en patience, s'il vous plaît. Là. Ça fait des années qu'on demande d'avoir un rattrapage en infrastructure. On met la pédale au fond en ce moment pour avoir, comme je l'ai dit, plus de 10 chantiers dans le secteur. On se calme, là, et effectivement, du côté de l'entrepreneur, on a fait des efforts aussi pour ménager les effets sur la circulation. Là, ce qu'on fait sur McLaren et Georges, l'intersection, c'est des feux de circulation qui n'ont rien à voir avec l'aide à la fluidité. C'est un aménagement pour la sécurité. C'est un aménagement qui a été une recommandation suite à des rapports de coroner après le décès d'un enfant qui a été frappé. Alors ça, c'est pas des options pour nous. On a pas vraiment le choix de mettre en application les recommandations. Donc, feu de circulation, réaménagement de l'intersection. Par contre, durant les travaux qui ont cours présentement à l'intersection,
il y a eu l'installation de panneaux d'arrêt temporaires pour les contournements, c'est-à-dire les détours qui sont proposés aux automobilistes. Et on a vu quand même un effet intéressant parce que l'effet d'entraînement de 2 arrêts consécutifs fait en sorte qu'on se rend moins rapidement à faire la file d'attente pour le pont Brady. Donc ça, c'est peut-être une avenue intéressante. Puis moi, j'ai demandé à ce qu'on fasse une étude là-dessus à la ville pour voir la possibilité de garder de façon permanente les arrêts-stop à l'intersection Bridge et Georges. C'est à voir. Peut-être que ça n'a aucun impact en réalité, c'est juste une impression parce que on peut avoir des fois des impressions, mais des fois les scientifiques ou plutôt les ingénieurs nous le disent là, comment que ça a un réel impact. Ça retarde aussi peu les gens, donc ça donne le temps de dégager un secteur, l'autre. Donc c'est pour la fluidité qu'on espère que ça peut aider, mais on verra, l'étude pourra nous le dire. Mais la chose qui est certaine, c'est que plus qu'il va y avoir de voitures, plus qu'il va y avoir de congestion. Puis la réalité, c'est qu'on développe dans le secteur de Buckingham. Il y a beaucoup de portes, par exemple, du côté de l'avenue Lépine qui sont en train d'être développées. Ça, c'est des gens qui éventuellement vont avoir besoin de traverser le côté pour, peu importe, là, mais ils vont traverser le pont. Donc, ça va faire de la congestion, puis ça, c'est inévitable. Donc, il faut regarder les alternatives, il faut offrir des options aux gens, puis ça ne répondra pas à tout le monde, là, la possibilité d'utiliser le vélo. Donc, il faut se tourner vers le transport à la demande, transport en commun, transport adapté, etc. Mais il faut donner des alternatives aux gens parce qu'il y en a 2 ponts. Puis je pense pas que de mon vivant, je vais voir un autre pont à Buckingham. Non plus. Mais un autre, vous en avez parlé, vous en avez glissé, le développement. Développement, est-ce que c'est moi, parce que j'ai l'impression, encore là, ça peut être juste une impression, mais qu'on était parti sur un développement, notamment, au coin de McLaren et Lépine, avec beaucoup de maisons qui se développaient là. Est-ce que c'est moi ou ça ralentit? Parce qu'on sait que les mises en chantier ont ralenti, dû au taux d'intérêt, évidemment. Les constructeurs sont un petit peu plus... et on a la pédale un petit peu plus un petit peu plus relâchée là-dessus. Mais est-ce qu'on développe autant? Parce que là, on sait qu'il y a une demande, là. La demande s'en vient et les loyers sont de plus en plus chers parce qu'il n'y en a pas. La demande s'en vient pas. La demande est là. C'est ça, mais elle s'en vient encore pire, ça, je voulais dire. Là. Oui. Ça, c'est un enjeu. Effectivement, ça prend du logement. Et il y a des endroits pour développer à Buckingham, il y a des endroits où on n'est pas encore prêt à développer. Un des endroits où on est prêt à développer, puis où il y a des permis de construction qui sont émis, c'est l'intersection, ce coin-là, le coin Lépine. Ouais. Donc, il y a le projet Brigitte, il y a aussi un autre projet plus commercial à venir, et ce sont des endroits qui sont axés sur du développement immobilier dans les prochaines années. Donc, il ne faut pas se surprendre de voir des choses, éventuellement des grues arriver là pour des constructions. Dans le respect des zonages, dans le respect de ce qui est déjà établi, mais c'est les endroits où on va voir le plus de développement immobilier à Buckingham dans les prochaines années. Pour ce qui est des autres secteurs, moi, je dirais pas qu'on a relâché la pédale ou quoi que ce soit. Là, il y a des éléments qui relèvent pas nécessairement de la municipalité. Il y a des éléments qui sont plus du côté promoteur privé, où est-ce qu'on est prêt et tout ça. Puis il y a aussi des éléments qui relèvent de la ville. Mais c'est un ensemble de tout ça. Fait que, c'est difficile de spécifiquement relier à une cause. Là. Un autre dossier, le transport en commun, on en a effleuré aussi un peu parce que qui dit fluidité du trafic, dit aussi apport du transport en commun. Et on en parlait hors d'onde un peu. Tout le projet de tramway du côté de l'Ouest, eh bien, je sais pas, c'était peut-être encore une impression. Mais comme on dit en politique, impression is everything. Mais j'ai l'impression que ici, ce projet-là ne va pas chercher les citoyens. Et c'est dur d'embarquer dans un projet comme ça en tant que citoyen de Buckingham ou de Masson-Angers quand on dit, nous, ça nous servira pratiquement à rien. Donc, pourquoi faire des efforts, dépenser de l'argent là-dedans pour faire des études et compagnie, quand nous, de notre côté, ça sert à rien? Et quand est-ce qu'on va avoir un transport en commun qui est plus fluide? Je prends l'exemple, j'avais cet exemple-là cet été, des express. D'où je viens, on avait, c'était Montréal, évidemment, maintenant, c'est plus le cas parce que, on s'en va au REM, mais avant, on avait un express qui partait d'un point et qui s'en allait directement à un point. Il arrêtait pas, on s'en allait au centre-ville de Montréal,
aux heures de pointe. Je pensais, exemple donné, les deux terminus sur la rue Georges. Passer un, l'autre, et après ça, aller directement, soit au centre-ville de Hull ou déterminer un point pour éviter justement d'avoir la fameuse run de lait, de passer de un à l'autre quand on veut juste partir de chez soi et puis aller, exemple donné, travailler au centre-ville de Hull. Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, vous savez, là, comme vice-président, moi, c'est un dossier que je travaille très fort, le transport collectif, surtout pour l'Est de Gatineau. Et je suis vraiment pas gêné de le dire, là, le secteur Buckingham a jamais été mieux desservi par la STO qu'en date d'aujourd'hui. Puis, il y a plusieurs raisons à ça, mais je vous explique. Le service de transport à la demande, j'en parle souvent, puis c'est pas pour tout le monde, mais ça aide beaucoup de personnes. Et là, on l'a bonifié dans la mesure où, non seulement ça, c'est un service récurrent, là, on ne reviendra plus en arrière, ça fait vraiment ses preuves, mais en plus, dorénavant, c'est possible d'utiliser le service de transport à la demande pour se rendre jusqu'au boulevard Lorrain, qui maintenant est connecté au Rapibus. Donc ça, c'est une voie de plus qui permet aux usagers qui n'ont pas de voiture ou qui ne peuvent pas se déplacer en voiture ou qui n'ont pas d'alternative de prendre un transport collectif et de se rendre au reste de la ville. Donc, le Rapibus, là, une fois que tu es connecté au Rapibus, tu es en business, si on peut le dire comme ça. Ensuite, il y a également la fréquence de passage qui est, bon, la fréquence qu'on a connue dans les dernières années, les 95, 97, 98 qu'on connaît dans le secteur Buckingham. Ce sont des autobus qui transportent rapidement les gens de l'Est vers le centre-ville, que ce soit Gatineau, Hull, Ottawa. Ces fréquences-là vont être appelées à augmenter dans les prochaines années, notamment avec une mesure qui est très impopulaire, mais qui quand même va faire beaucoup de bonifications au service de transport collectif, la taxe sur l'immatriculation. Donc, c'est des bonifications de services qui font leur preuve. Et à ça, on rajoute du côté attraction pour la clientèle, le libre accès jeunesse. Depuis maintenant le début du mandat, tous les jeunes j'ai envie de dire l'Outaouais pratiquement, parce que toutes les écoles secondaires qui sont en Outaouais sont quasiment sur le territoire de la ville de Gatineau. Ben, tous les jeunes qui fréquentent une école de la ville de Gatineau, l'école secondaire Midas-Gamelin par exemple, ont leur libre accès. Ils peuvent utiliser le transport collectif. Ils développent cette habitude-là sans avoir besoin de s'acheter une voiture dès qu'ils ont 16 ans ou dès qu'ils ont 17 ans. Et ce, à l'année? Est-ce qu'on parle à l'année ou c'est pendant seulement la période scolaire? On parle pendant l'été et en dehors des heures de cours durant l'année. Après ça, c'est une entente avec les centres de services scolaires pour parce que c'est différent d'un centre de services scolaire à l'autre, là, mais on parle d'une couverture qui est quand même assez importante puis qui permet vraiment aux jeunes de l'utiliser puis d'en faire un outil de déplacement qui s'approprie et qui devienne à l'aise d'utiliser pour ne pas avoir besoin nécessairement de se tourner vers la voiture alors que c'est cher, ils n'en ont pas nécessairement besoin puis ils peuvent s'en passer avec le transport collectif. Puis ça prend du personnel aussi pour... comment ça va au niveau du recrutement du personnel au niveau de la STO? Je sais que la dernière fois qu'on s'en était parlé, vous me parliez qu'il y avait des gens qui venaient, exemple donné, de Vancouver pour travailler à la STO. Bon, est-ce que ces gens-là sont là encore, restent là et aiment leur travail et veulent continuer? En termes de recrutement et de rétention, les deux sont importants. Là, ben oui. Les indicateurs sont positifs. Donc, c'est très, très positif du côté du conseil d'administration de la STO parce que nous, on a pris des engagements fermes à l'endroit d'amélioration de services et je peux vous garantir que dans les prochaines années, s'il y a quelque chose qui va freiner nos ambitions, ce ne sera pas le manque de main-d'œuvre, ça va être d'autres choses, peut-être les enjeux liés à l'électrification qu'on se fait imposer là, par le gouvernement du Québec ou tout ça, mais en termes de recrutement de chauffeurs, on fait nos devoirs, on en recrute beaucoup. Les conditions avec la dernière convention collective qui a été adoptée avec le syndicat des chauffeurs rend le travail de chauffeur beaucoup plus attrayant, attirant. C'est un employeur de choix, la STO. Donc, tu sais, on commence à avoir une bonne réputation qui fait en sorte que le recrutement va bien, puis on garde nos employés, c'est extrêmement positif. Donc, en termes de livraison de services, là, je pense qu'on a un bel avenir à la STO, mais comme je vous dis, ça ne sera pas sans défi pour autant, parce que à partir de 2025, aussi, ben, c'est qu'il y a des nouveaux défis. À partir de 2025, la STO n'a plus le droit d'acheter des autobus hybrides. C'est uniquement de l'électrique. Oh! Donc ça, on parle là, d'un enjeu majeur parce que... Les autobus sont plus chers, j'imagine? Les autobus sont plus chers.
les garages doivent être équipés de systèmes de recharge. Les recharges sont beaucoup plus longues que faire un plein de carburant. Les mécaniciens aussi doivent être formés pour travailler sur ces autobus-là. C'est une réforme majeure et c'est une réforme qui arrive trop vite. Et ça, c'est à la grandeur du Québec. Donc, on l'a vu dans le transport scolaire, d'ailleurs. Maintenant, il est impossible d'immatriculer un nouvel autobus qui n'est pas électrique. Là. Exact. Donc, ça va créer des enjeux, des défis. Donc, tu sais, il va y avoir des défis dans les prochaines années dans le transport collectif à la grandeur du Québec. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la STO, on se prépare en termes de chauffeurs, en termes de garage, en termes de toute la mécanique reliée à la livraison d'un service de plus grande qualité. Donc, nous, on veut bonifier l'offre de service et on se dirige vers là. Ça va être tout un défi. Encore là, un défi qui va être à relever aussi pour 2025 parce que là, c'est un autre défi. Les élections s'en viennent. Oui. Parce que là, oui, on a eu une élection partielle qui a permis à Mme Marquis-Bissonnette de prendre la place de mairesse. Mais là, tout est à recommencer pour 2025. Ça s'en vient vite. Là. Comment on se prépare? Bien, il va y avoir un gros morceau qui va être le budget de l'année 2025 qui va être adopté dans les prochaines semaines. Donc ça vient très vite. Et moi, j'ai l'impression qu'après ça, on va tomber dans une toute autre dynamique préélectorale. Alors, ça va être le moment où on va faire des annonces, qui se présente, qui se représente pas, pour quelle affiliation, avec quel programme. Donc, la prochaine année va être très, très forte en positionnement politique. Puis j'allais dire en émotion. Ça vient avec. Ça va, disons que ça va ruer dans les brancards dans certaines places. Les débats vont avoir lieu. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que Edmond Leclerc va se représenter dans Buckingham à la prochaine élection? Ben moi, c'est mon intention. J'aime beaucoup le travail que je fais. Je me trouve chanceux de pouvoir faire ça pour les citoyens de Buckingham. Je vais faire une confirmation officielle à un moment plus rapproché de l'élection. Là, mais pour le moment, moi, je considère que j'ai beaucoup livré dans ma feuille de route et que j'aimerais en faire plus pour le secteur de Buckingham. Ben, c'est un souhait. Est-ce que ça va se transformer en vœu pieux? On est dans une église, il faut dire. Merci beaucoup, Edmond Leclerc, conseiller de Buckingham à la Ville de Gatineau. Toujours un plaisir, merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission numéro 4 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité aujourd'hui, le conseiller de Buckingham à la Ville de Gatineau, M. Edmond Leclerc. Et je vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube, ainsi que notre groupe de discussion Facebook, qui est maintenant TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel. Vous allez pouvoir trouver les dernières nouvelles de la TVC sur ce nouveau groupe. Et donc, on se revoit pour une prochaine à Studio Libre.